Pendant 2 décennies, la famille de Natalee Holloway a souffert d'une douleur émotionnelle atroce à cause de sa disparition. Le principal suspect n'a jamais admis ce dont il était accusé, jusqu'à ce qu'il finisse par avouer après des années de secret et de déni froid. Bien que sa confession soit un soulagement, elle ne suffit pas à ramener Natalee, une fille aimée et une amie formidable. Qu'y a-t-il de pire que de savoir comment votre enfant a été brutalement assassiné? Maintenant que tout est résolu, suivez-nous pour découvrir chaque détail de l'affaire Natalee. Si vous étiez là au début des années 2000, vous vous souvenez probablement du visage de Natalee Holloway. Son sourire était sur toutes les chaînes d'information, son nom dans tous les titres. Elle avait 18 ans, venait de terminer le lycée en Alabama et était en voyage de célébration à Aruba avec ses camarades en mai 2005. Mais ce qui devait être des vacances ensoleillées s'est transformé en cauchemar, hantant sa famille et captivant le public pendant 20 ans. Pendant des années, personne ne savait exactement ce qui s'était passé. Il y avait des rumeurs, des suspects, des impasses et d'innombrables reportages. Tout le monde avait une théorie. L'affaire semblait figée, une question sans réponse. Au centre du mystère se trouvait un homme, Joran van der Sloot. Il était la dernière personne vue avec Natalee et est rapidement devenu le principal suspect. Mais sans corps ni preuve concrète, rien ne tenait. En 2023, tout a changé. Dans une salle d'audience à Birmingham, Alabama, la vérité a enfin éclaté, plus sombre que ce qu'on imaginait. Dans le cadre d'un accord pour des accusations d'extorsion sans lien, Joran a avoué. Pas seulement qu'il savait ce qui s'était passé, mais qu'il l'avait tué. Selon sa confession, il a tenté des avances sexuelles sur Natalee sur la plage. Elle l'a repoussé et il l'a battue à mort avec un parpaing, puis a jeté son corps dans la mer. Sans drame, sans mystère, juste une vérité brute et terrible. Pour la mère de Natalee, Beth Holloway, ce moment était aussi surréaliste que déchirant. Elle avait passé 18 ans à chercher des réponses, à suivre des pistes sans issue, espérant une percée. Et voilà, enfin, pas grâce à la justice à Aruba ni à de nouvelles preuves, mais de la bouche de l'homme qui l'avait tourmenté. C'est fini, a-t-elle dit. Joran van der Sloot n'est plus un suspect. C'est le tueur. Sa voix portait une certaine force, mais on sentait encore la douleur. La clôture est compliquée. Parfois elle apporte la paix, parfois elle rouvre des blessures. Et si vous vous demandez pourquoi il était jugé en Alabama, voici l'élément surprenant, ce n'était pas pour le meurtre de Natalee. En 2010, Joran a tenté d'extorquer $250 000 à Beth Holloway en promettant de révéler où était le corps de Natalee. Elle lui a versé un acompte et il lui a donné des mensonges. Cela l'a conduit à être extradé du Pérou, où il purgeait déjà 28 ans pour le meurtre d'une autre femme, Stephanie Flore, en 2010. Il n'avait pas arrêté avec Natalee. La confession dès le début, Joran van der Sloot était au cœur du mystère. Il était la dernière personne vue avec Natalee le 30 mai 2005, quand elle a disparu à Aruba. Ses déclarations à la police ont vite changé. D'abord, il a dit avoir ramené Natalee à son hôtel avec 2 amis. Puis, il a affirmé l'avoir laissée sur la plage. Ces incohérences ont suscité la colère du public et des soupçons, mais aucune preuve concluante n'a émergé. Au fil des ans, Joran a continué à attirer l'attention, offrant des informations sensationnelles mais invérifiables. En 2008, le reporter néerlandais Peter R. de Vries l'a secrètement enregistré semblant admettre avoir été présent lors de la mort de Natalee et avoir jeté son corps. Confronté, il a nié, disant que c'était un mensonge pour gagner la confiance d'un supposé dealer. Ce schéma s'est répété, il confessait, puis se rétractait, disant que c'était pour tromper ou attirer l'attention des médias. En 2010, il a tenté d'extorquer la mère de Natalee, proposant de révéler l'emplacement de son corps contre de l'argent. Après un acompte, il a donné une fausse piste. Cela a conduit à des accusations d'extorsion aux États-Unis, montrant sa volonté d'exploiter le chagrin d'une mère. En 2023, face à l'extradition, il a livré une confession crédible et détaillée. Il a admis avoir tenté de violer Natalee, et quand elle a résisté, il l'a frappée à la tête avec un parpaing et a jeté son corps. Cette confession, dans un accord légal, était la première avec des détails corroborés par les autorités. Cette confession a confirmé les soupçons et révélé sa manipulation. Il avait joué avec la vérité pendant près de 20 ans, faisant souffrir la famille. Son récit, froid et sans remords, montrait un individu perturbé, cherchant le contrôle et l'attention. Ce n'était pas seulement une admission de culpabilité, mais le point culminant d'une guerre psychologique. Le 5 juin, les autorités d'Aruba ont arrêté 2 anciens gardiens de sécurité, Nick John et Abraham Jones, soupçonnés d'enlèvement et de meurtre.
Il travaillait à l'hôtel Allegro, fermé pour rénovation. Les médias ont suggéré que les déclarations de Joran et des frères Calpo avaient influencé ces arrestations. Les deux hommes, connus pour fréquenter les hôtels pour rencontrer des femmes, ont été libérés le 13 juin sans charge. Le 9 juin, la police a arrêté Joran van der Sloot et les frères Deepak et Satish Calpo pour enlèvement et meurtre. Selon la loi d'Aruba, une forte suspicion permet une arrestation, mais des preuves croissantes sont nécessaires pour maintenir la détention. Le chef adjoint Gerold Dompig a indiqué que ces trois étaient au centre de l'enquête dès le début. La surveillance a commencé 3 jours après la disparition de Nathalie. Cependant, la pression de la famille Holloway a poussé à des arrestations prématurées. Le 11 juin, un porte-parole a annoncé par erreur que Nathalie était morte et que son corps était localisé, avant de se rétracter. Dompig a déclaré qu'un suspect avait admis qu'un « incident grave » s'était produit après avoir emmené Nathalie à la plage. Le 17 juin, un digilocal, Steve Gregory Crowe, a été arrêté, suivi du père de Joran, Paulus van der Sloot, le 22 juin. Tous deux ont été libérés le 26 juin. Les récits des suspects variaient. Ils ont fini par dire que Joran et Nathalie avaient été laissés à la plage près de l'hôtel Marriott, et que Joran l'avait laissé en sécurité. Une autre version disait que Joran avait été ramené chez lui, et les Calpo étaient partis avec Nathalie, ce que la police a rejeté. Dompig croyait à la version où Nathalie et Joran étaient sur la plage. Le 4 juillet, les Calpo ont été libérés, mais Joran est resté détenu 60 jours de plus. Des recherches avec des F-16 néerlandais, des images satellites et des fouilles dans un étang et une décharge n'ont rien donné. En août, les Calpo et un autre suspect, Freddy Arambazzi, ont été réarrêtés pour faire pression, sans succès. En septembre 2005, tous ont été libérés, mais devaient rester disponibles. Joran a donné des interviews, changeant encore son récit. En 2006, il a dit avoir refusé des avances de Nathalie par manque de préservatif et l'avoir laissée sur la plage. Le FBI et la police d'Aruba ont continué les recherches, sans résultat. Dompig a suggéré une mort par intoxication, une hypothèse rejetée par la famille. En 2006, le père de Nathalie a publié un livre accusant les autorités d'Aruba de corruption. Selon la confession de Joran en 2023, Nathalie est morte violemment. Il a admis l'avoir tuée en 2005 à Aruba. Il a tenté de l'agresser sexuellement, et quand elle a résisté, il l'a frappée à la tête avec un parpaing, la tuant sur le coup. Il a ensuite traîné son corps dans l'océan, expliquant pourquoi il n'a jamais été retrouvé. Pendant près de 20 ans, il a laissé la famille souffrir, changeant son histoire et tentant de profiter de leur désespoir. Les détails de sa confession correspondaient aux soupçons des autorités. Ce n'était pas une nouvelle tentative d'attention, les faits s'alignaient avec les enquêtes passées. Bien que cela n'ait pas ramené Nathalie, cela a donné à sa famille une réponse déchirante après 20 ans. La question de savoir si le corps de Nathalie sera retrouvé hante sa famille et les enquêteurs. Malgré les recherches, rien n'a été trouvé. Selon Joran, il a jeté son corps dans l'océan, rendant la récupération presque impossible à cause des courants et du temps. Les recherches dans les étangs, les dunes et les décharges, basées sur des pistes souvent fausses, n'ont rien donné. Chaque échec a approfondi le mystère et épuisé la famille. Ce qui rend cette affaire tragique, c'est la tromperie de Joran. Ces mensonges ont retardé la vérité, forçant les enquêteurs à suivre des fausses pistes. En 2023, trop de temps avait passé, et les indices étaient probablement perdus. Bien que possible, retrouver son corps est improbable. L'océan ne conserve pas, il disperse. Pour la famille, la confession est le plus proche de la clôture qu'ils auront. La vérité, bien que douloureuse, est une forme de justice. La famille Tweety a critiqué le manque de progrès des autorités d'Aruba. Mais ils ont aussi été critiqués pour avoir caché des informations pouvant nuire à l'image de Nathalie et pour avoir utilisé les médias pour promouvoir leur version des faits, ce qu'ils ont nié. Beth Tweety a accusé Joran et les Calpo de savoir plus qu'ils ne disaient et a suggéré une agression sexuelle. Après la libération des Calpo, elle les a qualifiés de « criminels », provoquant une manifestation à Aruba pour défendre les lois locales. L'avocat de Satish Calpo a menacé de poursuites, qualifiant les propos de Beth de diffamatoires. Elle s'est excusée publiquement pour ses remarques, motivée par le désespoir. En 2007, elle a publié un livre et a continué à accuser Joran et les Calpo sur des plateaux télévisés. Après une vidéo de Peter R. de Vries impliquant Joran, elle a maintenu que Nathalie aurait pu être sauvée si Joran avait cherché de l'aide. Elle a aussi accusé son père de couvrir le crime. Beth a créé la International Safe Travel Foundation et un centre de ressources pour les disparus.
Elle a soutenu un boycott d'Aruba, appuyé par certains élus américains, mais critiqué par le Premier ministre d'Aruba comme absurde. Une task force d'Aruba a défendu l'image de l'île face à la couverture médiatique négative. La disparition de Natalee a rapidement attiré l'attention des médias. Son visage était partout, surtout sur les chaînes d'information américaines. L'histoire d'une jeune femme blanche disparue en voyage scolaire dans une île tropicale était captivante. Beth Holloway, en quête de réponse, est devenue une figure médiatique, apparaissant sur des émissions comme Nancy Grace. La couverture intense a maintenu la pression sur les autorités, mais a été critiquée pour son sensationnalisme. Le cas a reçu une attention disproportionnée par rapport à d'autres disparitions, notamment celle de personnes de couleur, faisant émerger le terme « syndrome de la femme blanche disparue ». Les autorités et habitants d'Aruba ont trouvé la couverture injuste, accusant les médias de dépeindre l'île comme corrompue, ce qui a affecté le tourisme. Avec le temps, l'attention s'est portée sur les échecs de l'enquête. Chaque nouvelle déclaration de Joran relançait l'histoire. Documentaires et émissions ont continué à explorer l'affaire, la gardant dans l'œil du public. Elle a marqué un tournant dans la couverture des disparitions, montrant le pouvoir et les limites du sensationnalisme médiatique. Vous souvenez-vous de l'affaire Natalee? Partagez vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de contenu.